Notre sécurité collective en France et en Europe. Ce fut la raison même de notre engagement au Mali en 2013 avec l'opération Serval pour éviter qu'un sanctuaire terroriste n'y voie le jour. Et c'est également la raison du prolongement de notre mission avec l'opération Barkhane. Mais dans la région, tout n'est pas réglé. La situation au Nord Mali me préoccupe particulièrement et la menace terroriste plane toujours, comme nous l'ont montré les terribles attaques de Bamako, Ouagadougou ou encore de Grand Bassam. Malgré tout, notre coopération progresse avec les pays du G5 Sahel. Et aujourd'hui, les groupes armés terroristes sont contraints dans leurs mouvements et dans leur trafic. Et surtout, ils ne sont plus à même de lancer une offensive pour tenter de contrôler un pays. Dans cette situation, nous devons tous agir pour faire davantage, notamment au niveau européen et international. Et la présence hier, pour la première fois, de la haute représentante Federica Mogherini est un signal fort de la part de l'Union européenne pour soutenir l'ensemble des actions contre le terrorisme, de l'éducation jusqu'à la sécurité et à la défense. Cela a été un des sujets que nous avons abordé à la réunion ministérielle du 15 novembre à Bruxelles, et c'est un sujet qui va monter en puissance jusqu'au sommet Union européenne-Afrique qui se tiendra fin 2017 à Abidjan. C'est un engagement que j'ai rappelé hier et que je compte marquer à nouveau afin que les bonnes recommandations du Forum de Dakar soient suivies d'effet. Je profite de l'occasion pour rappeler que la France sait aussi clore une opération lorsqu'elle a atteint les objectifs qu'elle s'était fixés. C'est ce que nous avons fait en République centrafricaine avec l'annonce le 31 octobre dernier de la fermeture de l'opération Sangaris. Et face aux inquiétudes que cette décision a pu susciter, je tiens à répéter ce que j'ai dit déjà à Bangui, que nous n'abandonnerons pas ce pays ami. La France, mais aussi l'Europe, continue de soutenir la Centrafrique, que ce soit au sein de la MINUSCA ou dans la mission de formation et de conseil stratégique dite UTM-RCA. Quel bilan tirer à ce stade de cette troisième édition du Forum ? Je serai cet après-midi avec les chefs d'État et les chefs de délégation pour le panel de clôture, mais ce qui me frappe déjà, c'est qu'il y a vraiment dans cette enceinte la volonté de rechercher des solutions innovantes et pragmatiques et de mener une véritable réflexion collective, de créer d'une certaine manière une forme de culture de la sécurité. Les groupes terroristes seront vaincus, la France y prend toute sa part, mais ce combat global dans lequel nous sommes engagés ne peut reposer uniquement sur une démarche militaire. Le combat que nous devons tous livrer, et en premier lieu nos partenaires africains, c'est le combat contre l'idéologie djihadiste qui continuera à survivre par différents moyens de propagande. Et la réponse sécuritaire n'est efficace que si elle est étroitement coordonnée avec des solutions pérennes en matière de développement et de gouvernance. Or, les échanges lors des séances plénières, des conférences et des ateliers ont permis, je pense, d'appréhender l'ensemble de la problématique. Je retiens en particulier la conférence qui s'interrogeait sur la réponse doctrinale à l'extrémisme violent. Et vous savez à quel point ce sujet tient à cœur aux Sénégalais. Le président Macky Sall y a d'ailleurs fait référence lors de son intervention liminaire. À cette conférence participaient notamment l'université Al-Azhar, mais aussi d'autres écoles marocaines et sénégalaises. Et les points de vue étaient convergents. La doctrine ne justifie en rien la violence sous couvert d'idéologie ou de religion. Ce qui anime les terroristes, c'est bien la volonté de domination totalitaire, en particulier sur les esprits. Ce qui anime les terroristes, c'est le contrôle des territoires et la soif de pouvoir. Et à ce titre, nous devons également faire preuve de vigilance concernant le développement incontrôlé des technologies de l'information
et de la communication ou des médias sociaux qui savent si bien instrumentaliser les groupes terroristes. L'enjeu est majeur sur le continent africain avec 772 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles en 2016, ce qui les place devant l'Europe. Sur le contrôle des frontières, là encore, les échanges ont été riches et vous savez combien il est capital de lutter contre tous les trafics, que ce soit l'exploitation humaine ou le trafic de drogue ou d'armes. Ce sont des sources de financement des groupes terroristes. Et du coup, cette gestion des territoires est fondamentale pour les pays du G5 Sahel. Sur la partie sécuritaire, qui me concerne en premier lieu, il nous faut insister sur le partenariat entre la France et les pays africains en matière de coopération. C'est un partenariat qui nous tient à cœur. La France joue depuis des années un rôle majeur dans ce domaine en accompagnant le développement des capacités africaines. En 2016, ce sont plus de 20 000 soldats africains que la France aura contribué à entraîner. Nous avons également soutenu nos partenaires africains pour leur équipement ou pour l'acquisition, le maintien de savoir-faire. Notre partenariat a pour objectif de leur permettre de s'engager dans des opérations nationales comme au Mali ou internationales, en particulier au sein des opérations de maintien de la paix avec un mandat robuste comme pour la MINUSMA ou la MINUSCA. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et nul doute que les fructueux échanges qui se sont tenus durant cette 3e édition du Forum de Dakar continueront d'alimenter nos réflexions, nos travaux, nos décisions au service de cette ambition partagée, davantage de paix et de sécurité pour l'Afrique. Je vous remercie de votre attention et je peux répondre éventuellement à quelques questions s'il y en a. Je vous en prie. C'était largement évoqué au Conseil des ministres de la Défense de l'Union européenne il y a quelques jours, puisque, comme vous le savez, sur proposition commune de la France et de l'Allemagne, une feuille de route a été arrêtée et qui prévoit davantage d'efficacité dans les interventions européennes sur des initiatives strictement européennes et davantage de moyens de financement sur les actions qui peuvent être menées au titre de l'Union européenne, que ce soit par le dispositif dit Athéna, que ce soit par les initiatives qui ont été reprises hier par Madame Mogherini concernant le financement de matériel non létaux pour aller au-delà de la formation des armées africaines et leur permettre d'être un peu plus structurées. C'est une avancée très significative. Pour l'instant, elle n'est pas totalement validée puisque c'est le Conseil des chefs d'État et de gouvernement qui va se tenir la semaine prochaine, je crois le 15 et le 16, autant que je m'en souviens, qui devra arrêter l'ensemble de ce dispositif. Mais votre question est plus large et concerne aussi la génération de force de la MINUSCA et de la MINUSMA. Il y a de la part des Européens désormais un véritable engagement, puisque, comme vous l'avez rappelé, les Néerlandais qui sont dans la MINUSMA ont demandé à passer un relais. Il va être tenu par les Allemands. Par ailleurs, concernant la MINUSCA, les autorités portugaises ont fait savoir leur engagement comme force de sécurité sur l'opération MINUSCA. Donc je constate que depuis 2 ans, depuis 3 ans, peut-être que ces forums ont permis la prise de conscience, il y a un engagement accru des Européens pour faire en sorte que la génération de force au sein des opérations de maintien de la paix, singulièrement en Afrique, soit au rendez-vous. Je vous en prie. Monsieur le ministre. Le choix de Bernard Cazeneuve comme Premier ministre, choix décidé par le Président de la République, est un très bon choix. J'apprécie beaucoup Bernard Cazeneuve. J'ai travaillé avec lui de manière extrêmement concrète depuis plusieurs mois maintenant. Et je suis convaincu que cette relation se poursuivra dans ses nouvelles fonctions. Et j'en profite pour le féliciter
et pour lui faire part à la fois de mon estime et de ma considération. C'est tout ce que j'ai à dire. Attention. La force de Barkhane, au-delà même de sa mission, qui est le contre-terrorisme, c'est sa régionalisation. Et cette mission-là se poursuit et se poursuivra. Cette régionalisation, elle permet de prendre en considération l'ensemble de la menace terroriste sur les 5 pays concernés. Et elle permet aussi une bonne collaboration avec ce qu'on appelle les pays du G5. Cette bonne collaboration, ce n'est pas uniquement des rencontres entre les ministres de la Défense, elles ont lieu. Ce n'est pas uniquement des rencontres entre les chefs d'état-major des armées, encore que c'est une nouveauté, et ça se passe bien. Mais c'est aussi la menée d'opérations communes pour la sécurisation des frontières. Donc la force Barkhane continuera à accomplir sa mission pour éradiquer l'action des groupes terroristes. Nous ne sommes plus dans la situation de 2013, où alors l'opération Serval avait pour objectif de faire un sanctuaire terroriste de l'État malien. L'action qui a été menée et par Serval et par Barkhane a permis de porter des coups très importants à cette menace. Mais il y a toujours des petits creusets qui amenaient les terroristes à agir d'une autre manière. Je serais tenté de dire de manière plus classique. Les attentats auxquels j'ai fait allusion sont les témoins, et c'est contre cette menace-là qu'il nous faut poursuivre l'action, et nous la mènerons. En ce qui concerne plus précisément la situation au Mali, puisque Barkhane est sur 5 pays, je redis ce que j'ai d'ailleurs dit il y a peu de temps publiquement. Il importe, avec une très grande détermination, de mettre en œuvre les accords d'Alger. Il n'y a pas d'autre sortie. Donc ces accords sont là, il faut les faire respecter. Je constate que ça met du temps, je le regrette. Je sens bien que le processus de DDR, qui est consubstantiel des accords d'Alger, entraîne encore des réserves, mais il est nécessaire que l'ensemble des acteurs fassent pression, mettent les moyens, y compris les moyens politiques, pour que ces accords soient respectés. C'est la seule possibilité de lutter sérieusement et définitivement contre les groupes armés terroristes. Une dernière question. Les françaises sont nombreuses à ce forum, plus nombreuses que l'année dernière, encore plus nombreuses que l'année avant, puisque l'année avant, c'était le point de démarrage. Ça leur permet de se rendre compte des besoins des uns et des autres, de les identifier concrètement et d'avoir, je pense, des relations que je souhaite efficaces avec les différentes autorités présentes ici. Il y a des demandes, il y a des besoins, il y a des nécessités de dispositifs de financement particuliers. C'est à elles de mener cette discussion et ce dialogue. Mais moi, je me réjouis de constater le nombre d'entreprises qui sont présentes à ce forum, grandes ou petites. Puis il y a aussi, pour elles, l'opportunité de nouer des relations avec des entreprises locales. C'est le cas d'un certain nombre d'entre elles que j'ai pu rencontrer hier soir. Olivier Four, RFI, Radio France. Il y a trois sujets sur la Libye qui s'interfèrent. Il y a d'abord la nécessité de combattre Daesh et les groupes terroristes qui y sont associés. Et le fait que Sirte soit tombé, à la fois sous l'action des milices de Misrata et aussi sous l'action de l'appui aérien américain, est une bonne nouvelle. Ceci étant,
peut craindre l'éparpillement que vous avez évoqué. Ça, c'est le premier sujet, le combat contre les groupes terroristes, même s'ils s'éparpillent sur l'ensemble du territoire libyen. Le deuxième sujet, c'est l'ampleur des trafics en Méditerranée, contre laquelle se mobilise la force que l'on appelle la force Sophia, qui a eu un mandat renforcé, puisque Sophia, aujourd'hui, a aussi pour mission de contrôler l'embargo sur les armes et aussi d'assurer la formation des gardes-côtes. Et puis, il y a plus fondamentalement la stabilité du pays, la nécessité d'une solution politique inclusive. Et sur ce point, je redis ici le fait que la France apporte son appui au gouvernement de M. Sarraj, en souhaitant qu'il puisse aboutir à une solution inclusive. Alors, pour le reste, c'est vrai qu'il peut y avoir toujours des risques. Et nous sommes très vigilants sur les suites que peuvent entraîner la chute de Sirte. Mais la chute de Sirte est quand même une bonne nouvelle, puisque je vous rappelle qu'il y avait, il y a encore peu de temps, des appels publics d'al-Baghdadi incitant les éventuels combattants à se rejoindre sur d'autres territoires que ceux du Levant. Aujourd'hui, cette poche-là est réduite et c'est vraiment une bonne nouvelle. Une dernière question. J'exerce mes fonctions. Une conviction, peut-être que j'aurai l'occasion de le redire cet après-midi au panel, c'est que la souveraineté des États africains, le contrôle de leurs frontières, mais leur souveraineté nécessite, comme un des piliers, une armée structurée, une armée nationale structurée. Je dis bien les deux mots, nationale structurée. Et c'est vrai, ce qu'a rappelé hier aussi le président du Sénégal, comme M. Latsous, c'est vrai que pendant plusieurs années, pour souvent différentes contraintes financières, l'effort d'équipement des armées nationales a été, l'effort d'équipement, de recrutement, de formation, a été un peu secondaire. Or, on voit bien aujourd'hui cette nécessité. D'ailleurs, l'Union européenne ne s'y trompe pas, puisque, à notre demande, à la demande de la France, elle a mis en œuvre 2 dispositifs visant à la formation des armées à restructurer dans des pays en crise. Ça a été le cas au Mali, avec UTM Mali qui se poursuit. C'est le cas en RCA, avec UTM RCA qui commence. Le problème qui est posé aussi, c'est qu'il ne suffit pas de former. Si on sort un bataillon après quelques mois de formation, et si ce bataillon n'a pas l'équipement minimum, c'est l'effort de formation lui-même qui devient caduque. D'où la prise en considération au niveau européen de la nécessité d'accompagner la formation par des dispositifs d'équipement non létaux pour permettre à ces armées en reconstruction de pouvoir assez rapidement être équipées. Alors c'est un sujet que la France porte. On a le sentiment aujourd'hui d'être entendu, puisque ce sujet a été mis dans l'ensemble de la feuille de route de l'initiative franco-allemande à laquelle je faisais référence en début de propos. Il faut maintenant aboutir à leur traduction concrète. C'est ce qu'on appelle l'initiative CBSD. Je ne sais plus ce que ça veut dire, coopération, machin. Bon. En tout cas, c'est équipement non létaux. Ça va du gilet pare-balles aux jumelles ou aux véhicules de transport. On n'y est pas encore, donc je ne vais pas avancer les chiffres parce que ce n'est pas encore bouclé, mais cette prise de conscience se fait. Et là, ça sera un vecteur important. Par ailleurs, j'ai souhaité que, en ce qui concerne la France, parce que je l'ai dit tout à l'heure que nous formons annuellement, en 2016 en particulier, 20 000 soldats africains par partir des
éléments français du Sénégal et du Gabon en particulier, j'ai pensé nécessaire de mettre en œuvre un plan de cession un peu plus cohérent que ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plutôt sur du ponctuel. Il faut donc réfléchir stratégiquement au plan de cession d'équipements. Là, je parle d'équipements qui peuvent être létaux ou servir à des fins létales. Nous travaillons à la mise en œuvre d'un nouveau dispositif qui soit à la fois stratégique, cohérent et surtout ponctué dans le temps. Lorsque nous avons arrêté l'opération Sangaris, nous avons laissé à l'armée centrafricaine des équipements, mais c'était ponctuel. Et par contre, lorsque nous avons travaillé avec le Niger pour faire en sorte qu'ils aient des gazelles et qu'ils aient la manière d'utiliser cet outil militaire le mieux possible, nous sommes là dans une construction telle que je la souhaite pour différents pays en Afrique, dont nous allons rentrer dans ce processus, qui n'est pas uniquement une cession de matériel, qui est aussi une mission de formation et d'accompagnement pour en avoir le bon usage. C'est donc dans cette logique-là que je veux me situer désormais, sous réserve que ce soit des armées nationales structurées. Merci beaucoup de votre présence.